sur les rives silencieuses du lac d'Asie, dissimulé dans une vallée oubliée du monde, encerclé par des sapins centenaires et des montagnes enneigées, s'étendait le minuscule village de Talloires. Là, dans une cabane de bois patinée par le vent et le temps, vivait Anatole, un vieux pêcheur aux gestes lents et à l'âme vaste comme le lac lui-même. Il avait vu la guerre, les adieux, les naissances, les silences qui s'installent dans les murs après la mort. Sa femme, partie trop tôt. Son fils unique, emporté par une fièvre violente. Depuis, il vivait seul, au rythme du lac, qu'il considérait comme un ami fidèle. Le Dan, c'est ainsi qu'on appelait cette étendue d'eau profonde, parlait à Anatole. Le vent sur les flots, les craquements sous la glace, les reflets du ciel dans l'eau étaient pour lui des lettres d'un langage ancien, une voix qui ne mentait jamais. C'est au cœur d'un hiver cruel, alors que les températures flirtaient avec les -30°C, qu'un matin, avant même que la lumière ne morde l'horizon, Anatole se leva pour aller percer la glace et tenter sa chance à la pêche. Il avait préparé ses affaires comme chaque jour, la luge était chargée, la tarière affûtée, le vieux samovar ronronnait sur le poêle. Il marcha lentement vers sa barque, que l'hiver transformait en remise. Mais lorsqu'il en ouvrit la bâche, quelque chose le figea. 2 petits paquets étaient posés là, entre les filets et les seaux vides. Il crut d'abord à des sacs oubliés. Puis l'un des paquets bougea. Le cœur battant, les mains tremblantes, Anatole écarta la couverture, un nourrisson, une petite fille, le visage rosé par le froid, les poings serrés comme s'il retenait le dernier souffle de chaleur. À côté d'elle, un petit garçon le fixait de ses grands yeux noirs, silencieux mais éveillés. Ils étaient bien emmitouflés, enveloppés dans des couvertures de laine, posés là comme des offrandes au destin. Aucune lettre, aucun panier, pas une trace autour. Le sol était lisse, balayé par la récente tempête. Anatole leva les yeux vers la forêt, vers les maisons lointaines. Pas un bruit, pas un mouvement. Seul le lac, figé, semblait l'observer. Il comprit, sans comprendre, que le destin lui avait confié un secret. Et sans poser de questions, il prit les 2 enfants contre lui, sentit leur chaleur fragile, et les emmena chez lui. Il ne pensa pas. Il fit. Il les allongea sur son vieux lit, alluma le feu, fit chauffer le peu de lait qu'il lui restait. Il agissait comme s'il avait toujours su qu'un jour, il deviendrait père à nouveau. Les jours passèrent, et contre toute attente, les bébés s'attachèrent à la vie. La petite fille souriait déjà. Le garçon, lui, observait le monde avec un sérieux déconcertant. Il les nomma Aline et Alexandre. Il ne saurait jamais leur vrai prénom, et peut-être ne voulait-il pas le savoir. Car ce matin-là, il n'avait pas seulement trouvé 2 enfants. Il avait trouvé un avenir. Le village, au début, murmura. Certains étaient méfiants. On parla d'aller prévenir la police. Mais Anatole, fidèle à lui-même, se contenta de dire « Ils sont à moi maintenant ». Il n'en dit pas plus. Et comme personne ne doutait de sa bonté, on laissa faire. Les saisons se succédèrent. L'hiver desserra ses mâchoires, le printemps fit renaître les chemins boueux et les arbres en fleurs. Anatole construisit une balançoire devant la maison. Il emmenait les enfants à la pêche, d'abord dans des paniers, puis dans ses bras, puis à pied. Aline, vive, pétillante, riait à gorge déployée. Alexandre, plus calme, lançait des cailloux dans l'eau et suivait les cercles qu'ils formaient avec une fascination muette. Peu à peu, ils devinrent les enfants du village. On leur apportait des douceurs, des livres. Marie-Paul, l'institutrice, s'attacha à eux et finit par les emmener à l'école, main dans la main. Le monde, pour eux, s'élargissait au-delà des rives du Dan. Anatole, lui, vieillissait. Ses mains tremblaient. Son dos se pliait. Mais ses yeux, eux, brillaient plus fort. Car désormais, chaque matin, il se levait pour un rire, un cri d'enfant, une porte qui s'ouvrait. Il leur enseignait tout, les nœuds marins, les histoires de chasse et de pêche, les traces dans la neige. Mais jamais il ne parla de cette nuit-là. Pas par honte. Mais parce qu'il croyait en une vérité plus grande, ce qui compte, ce n'est pas d'où l'on vient, mais ce qu'on devient. Les années passèrent. Alexandre, réfléchi, sage, ressemblait de plus en plus à Anatole. Aline, elle, était feu et flamme, déterminée, franche. Mais tous 2 aimaient leur papy, d'un amour immense, sans besoin de lien de sang. À 16 ans, un soir, Aline demanda doucement, « Papy, c'est vrai que tu nous as trouvés dans une barque ?» Anatole la regarda longuement, hocha la tête, et répondit simplement, « Oui. »
Elle n'ajouta rien. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Alexandre, lui aussi, commença à se poser des questions. Ces interrogations n'ébranlèrent pas leur monde, mais elles y introduisirent une faille, une brise d'inconnu. Et pourtant, la vie suivait son cours. Anatole savourait chaque instant. Les voir courir, se chamailler, rentrer du village, crier depuis la porte, « Papy, on est là !» Il savait, au fond de lui, qu'il n'avait pas recueilli 2 enfants. Il avait gagné une raison de vivre. Mais les tempêtes, parfois, ne préviennent pas. Elles surgissent alors que le ciel est encore bleu. Et la leur était sur le point de tout emporter. Alexandre et Aline étaient désormais adolescents. Leur visage s'était affiné, leur voix avait changé. Ils avaient des rêves, des ambitions, des colères. Ils connaissaient chaque murmure du lac, chaque odeur de mousse, chaque tintement de clochette au cou des vaches. Leurs souvenirs étaient tissés de feux de camp, de bras tendus, de silence tendre et de la voix d'Anatole, douce et grave. Au village, plus personne ne se demandait d'où ils venaient. Même les commères avaient fini par taire les ragots. Anatole les avait élevés avec tant d'amour que leur origine était devenue une légende floue, sans importance. Alexandre était devenu un jeune homme posé, à l'écoute. Aline, elle, incarnait l'avenir, libre, décidée, vibrante. Et c'est précisément à ce moment-là, au sommet de leur équilibre, que le passé frappa à la porte. Leurs parents biologiques, après 18 ans de silence, réapparurent. Ils étaient venus les chercher. Avec des mots tremblants, des explications, des papiers. Ils ne demandaient pas qu'on leur rende les enfants, non. Ils demandaient à les connaître, à les aimer. Anatole, ce jour-là, ne dit rien. Il ne protesta pas. Il ne cria pas. Il regarda seulement les 2 jeunes gens, debout à ses côtés, puis les nouveaux venus. Et soudain, les larmes roulèrent sur ses joues, creusant les rides de son visage comme l'auscultent les falaises. Car ce n'était pas la peur de perdre qui l'écrasait. C'était l'amour. L'amour immense, fou, silencieux, qu'il avait donné sans condition. Il comprit qu'il n'avait jamais été leur propriétaire, mais leur passeur. Et dans leurs yeux, il lut la réponse à sa peur, il n'irait nulle part sans lui. Ce jour-là, Anatole ne perdit pas ses enfants. Il gagna une vérité plus vaste, celle d'une famille née du hasard, mais soudée par l'amour. Tout autour d'eux, un lien invisible les unissait. Alexandre et Aline étaient différents, mais se complétaient comme 2 ailes d'un même oiseau. L'un calme et réfléchi, l'autre ardent et direct. Ensemble, ils formaient un équilibre que seule la vie avait su sculpter avec délicatesse. Mais avec l'âge vinrent aussi les premières failles, les fissures du doute. Des questions longtemps tues, accumulées dans les silences nocturnes, là où le vent du Dancy semblait murmurer des vérités oubliées. La première voix à troubler cette tranquillité fut celle d'Alexandre. Un soir d'hiver, alors que les flammes dansaient dans le poêle et qu'Anatole restait plongé dans la contemplation du feu, il osa. « Papy, qui sommes-nous » Un long silence suivit. Le vieil homme ne bougea pas. Ses yeux demeuraient fixés sur les bûches qui se consumaient lentement. Puis, sans détourner le regard, il répondit d'une voix rauque. « Vous êtes à moi. » Et il n'ajouta rien. Alexandre n'insista pas. Il connaissait son grand-père, Anatole ne disait jamais plus que ce qu'il estimait nécessaire. Mais au fond de lui, quelque chose s'était fissuré. Une écharde fine, plantée dans sa conscience. Que voulait dire « à moi » ? Qui était-il vraiment ? Pourquoi avait-il été laissé dans cette barque, seul, nourrisson ? Avait-il une famille quelque part ? Et si oui, où était-elle aujourd'hui ? Aline, elle, ne supportait pas l'ombre. Son caractère ne lui permettait pas de vivre avec l'inconnu. Le jour de ses 16 ans, lors d'un dîner entouré d'invités, elle se leva et déclara. « Merci pour tout, grand-père. Mais je veux savoir d'où nous venons. » Un silence glacé s'abattit sur l'assemblée. Tous les regards se tournèrent vers Anatole, qui la fixa avec une étrange lueur dans les yeux. Une peur discrète, presque imperceptible, traversa son regard. Il se leva sans un mot, sortit sur le perron et resta là longtemps, à fumer sa pipe. Aline ne s'excusa pas. Elle sentait au plus profond d'elle-même qu'elle avait le droit de savoir. Mais aucune réponse ne vint. Et, depuis ce jour, une ligne mince, presque invisible, se creusa entre elle et son grand-père. Non pas un manque d'amour, cela n'avait jamais fait défaut, mais une perte de confiance. Comme une porte qu'on a beau frapper, mais qui refuse de s'ouvrir.
Alexandre, toujours plus conciliant, tentait de rassurer sa sœur. Il lui disait que peut-être Anatole ne se taisait pas par volonté, mais parce qu'il ne le pouvait pas. Que la vérité était peut-être trop lourde à porter. Peut-être, disait-il, qu'il cherche à nous protéger. Mais Aline secouait la tête. Elle ne croyait pas à cette protection silencieuse. En elle, une soif de vérité grandissait. Une flamme, d'abord discrète, puis de plus en plus vive. Le monde, lui, changeait. Le village se transformait à petits pas. Les hivers devenaient plus doux, les printemps plus longs. Des jeunes partaient, les vieilles maisons se vendaient. Internet, la télévision, les téléphones portables pénétraient jusqu'aux coins les plus reculés. Aline rêvait désormais d'ailleurs, de grandes villes, d'universités, de rencontres. Alexandre, lui, s'enracinait davantage. Il se sentait lié à cette terre, à cette eau, à ce pain partagé chaque matin. Il ne se voyait nulle part ailleurs qu'au bord du lac, près d'Anatole. Mais la question de leurs origines les hantait, l'un comme l'autre. Elle planait sur leur enfance, comme une brume qu'on ne peut balayer. Certains soirs, ils se remémoraient les contes que leur lisait le vieil homme, les légendes d'esprit hantant le lac, les histoires de glace qui chantaient au cœur de l'hiver. Mais plus que la nostalgie, c'était le mystère de l'inconnu qui les liait. Cette envie de comprendre ce qu'ils étaient vraiment. De son côté, Anatole sentait leur regard. Il savait qu'ils attendaient autre chose que son amour. Une lutte silencieuse se menait en lui. Il ignorait si révéler la vérité provoquerait la paix ou le chaos. 18 ans à construire une famille sans lien de sang, pouvait-il risquer de voir s'effondrer ce qu'il avait bâti avec tant de soin? Parfois, la nuit, il descendait dans l'atelier, ouvrait un vieux coffre. À l'intérieur, les couvertures dans lesquelles il les avait trouvées. Aucune lettre, aucun signe distinctif. Rien. Sauf une fois, en dépliant le linge du garçon, une petite croix en bois était tombée. Simple, gravée d'un « N ». Il l'avait gardée cachée. Non comme un secret, mais comme un talisman. Pour lui, ce n'était pas le souvenir d'un abandon, mais la preuve d'un miracle. Le destin lui avait confié ses enfants. Le reste n'importait pas. Mais pour Aline et Alexandre, cela n'était plus suffisant. Chaque jour les rapprochait du moment où la question « Qui sommes-nous » ne pourrait plus être évitée. Ni les soirées au coin du feu, ni les parties de pêche à l'aube ne parvenaient à éteindre cette quête. Elle devenait une urgence, froide et persistante, comme la glace qui se forme lentement sur le Dancier en hiver. 2 années passèrent ainsi. Puis, le jour de leurs 18 ans, alors que le lac était d'un gris parfait, que pas un oiseau ne volait dans le ciel, une enveloppe apparut sur la rambarde de la maison. Pas de timbre. Pas d'adresse. Pas de nom. À l'intérieur, une unique phrase, écrite à la main. Ils sont à nous, et nous revenons. La réponse tant attendue venait de frapper à leur porte. Mais avec elle, la peur aussi s'était invitée. Depuis ce jour lointain où Anatole les avait trouvés dans sa barque, pas un matin ne s'était levé sans qu'il les remercie intérieurement d'être là. Ils avaient fait de lui un homme complet. Il n'avait jamais douté que ses enfants étaient la plus belle chose qui lui soit arrivée. Et pourtant, au fil des années, il avait senti comme une menace. Un danger diffus. Comme une vague lointaine dont on entend le grondement avant de l'apercevoir. Ce matin-là pourtant, tout paraissait ordinaire. Le Dancier reposait paisible. Alexandre nettoyait les filets, Aline faisait bouillir de la confiture d'argousier. Anatole, à la fenêtre, observait la fumée monter droit dans le ciel. Un bon présage, disait-il toujours. Mais ce jour-là, le présage mentait. Lorsqu'Alexandre sortit chercher le courrier, il aperçut l'enveloppe, posée simplement sur la rambarde. Il pensa d'abord à une blague. Un voisin peut-être? Mais dès qu'il lut les mots, son cœur se figea. Il entra, silencieux, tendit la lettre à Anatole. Le vieil homme la lut une fois. Puis une seconde. Ses mains tremblaient. Il s'assit lentement, comme si le poids de ses années venait soudain de le terrasser. Aline s'approcha, prit la lettre à son tour. Ses yeux parcoururent les mots, son visage resta de marbre. « Qui sont-ils » demanda-t-elle. Pas de colère. Pas d'effroi. Juste une froideur nette, comme celle d'une lame. Anatole ne répondit pas. Il fixait le sol, les fissures du plancher, comme s'il cherchait une réponse là, entre les lattes usées. Pour la première fois, Aline le trouva véritablement vieux. Pas seulement fatigué.
brisé. Tu sais qui c'est, murmura Alexandre. Sinon tu ne réagirais pas comme ça. Anatole leva les yeux. Il regarda les deux jeunes gens, longtemps, sans dire un mot. Puis, d'une voix éteinte. Je ne sais pas avec certitude. Mais je m'en doute. Cette phrase résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Aline, les poings serrés, ne posa pas d'autres questions. Pas encore. Elle savait que la vérité n'avait jamais été aussi proche. Et qu'elle était prête à l'entendre, quoi qu'il en coûte. Le reste de la journée se déroula dans un silence pesant. Personne ne mangea. Anatole restait à sa fenêtre, pipe en bouche, regard noyé dans le vide. Aline tournait en rond, comme une lionne en cage. Alexandre tentait de s'occuper, sans succès. La lettre, posée sur la table, semblait palpiter dans la pénombre. Qui étaient ces gens? Pourquoi maintenant? Et surtout, qu'allait-il vouloir reprendre? Si tu sais quelque chose, dis-le. Pas par peur. Pas par devoir. Mais simplement parce que je suis ta petite fille, ou du moins, je l'ai été. Anatole poussa un long soupir. Son visage semblait porter le poids de toutes les pertes de sa vie, les saisons écoulées, les silences accumulés. Dans ses yeux, un voile, comme celui du brouillard d'hiver sur le lac. Où était-il pendant ces 18 années? Cette question, restée tapie dans les replis du quotidien, prenait maintenant toute la place. Le soir venu, alors que le ciel se drapait de mauve profond et que le lac, figé comme un miroir ancien, reflétait les derniers feux du jour, Aline revint vers lui. Le silence entre eux n'était plus confortable. Il appelait une réponse. Quand je vous ai trouvé, commença-t-il enfin, sa voix râpeuse comme le bois du vieux quai, je cherchais une réponse, tout comme vous aujourd'hui. Mais il n'y en avait pas. Rien. Aucune note. Aucune explication. Juste cette petite croix cousue sur la couverture et ces deux paquets, comme deux offrandes. J'ai eu peur. Peur qu'on vous reprenne. Je n'aurais pas supporté. Je n'aurais pas survécu à ce second abandon. Chaque mot semblait lui coûter. Il les arrachait à un de ses entrailles. Il n'était pas un homme bavard, Anatole, mais ce soir-là, les silences ne suffisaient plus. Les années ont passé. Personne ne s'est manifesté. Alors j'ai pensé qu'ils étaient morts. Ou qu'ils vous avaient abandonné. Il se tut, puis désigna la lettre posée sur la table, d'un geste las. Et maintenant, voilà. Aline baissa les yeux, mais elle ne le jugeait pas. Elle l'aimait. Pourtant, dans son regard, quelque chose avait changé. Un élargissement. La prise de conscience que le monde était plus vaste que les murs de cette maison, que les contours du village ou même que l'amour d'un homme bon. Cette nuit-là fut tourmentée. Le vent s'était levé, les nuages avaient avalé les étoiles, et même les chiens, d'ordinaire si bruyants, s'étaient tus. On aurait dit que la nature elle-même retenait son souffle, comme si elle anticipait un bouleversement. La lettre restait là, sur la table, pareille à un serpent enroulé, silencieux, mais prêt à mordre. À l'aube, Anatole fut le premier levé. Il marcha jusqu'au lac, s'installa dans la vieille barque, et regarda au loin. Son visage restait impassible, mais ses yeux étaient une mer en furie. Il sentait que son monde, ce monde qu'il avait construit de ses mains et de ses sacrifices, commençait à se fissurer. Et même l'amour ne suffirait peut-être pas à en préserver les fondations. Alexandre et Aline, eux, se préparaient pour l'école. Mais leurs gestes manquaient de la légèreté de l'enfance. Un simple regard entre eux avait suffi. Il n'y avait plus de naïveté. Dans leurs yeux brillait une résolution nouvelle. Quoi qu'il advienne, ils l'affronteraient ensemble. Même si la vérité était plus lourde que tout ce qu'ils avaient imaginé. Le printemps sur les rives du Dancy peut être traître. Parfois, la glace craque et laisse place à l'eau vive, les ruisseaux chantent, la résine des pins parfume l'air. Et soudain, un souffle glacial descend des montagnes, la neige revient comme une gifle, et l'hiver, vexé, réclame son dû. Une semaine après la réception de cette lettre anonyme, tout semblait anormalement calme. Le soleil brillait trop fort, le ciel trop limpide. Le village lui-même semblait vidé de ses bruits. Et puis, ce fut ce grondement. Sourd. Inhabituel. Un bourdonnement venu de nulle part, comme un avion traversant la taïga. D'abord, Anatole crut à une hallucination. Il réparait une vieille canne à pêche dans la cour quand le bruit se fit plus distinct, plus grave, plus proche.
Puis le véhicule apparut. Un 4x4 noir, brillant comme une goutte d'huile sur la neige, franchit la colline et s'immobilisa devant la barrière. Une portière claqua. Un homme grand, manteau sombre, regard droit, descendit du véhicule. À ses côtés, une femme en imperméable gris, coiffure tirée au cordeau, visage impénétrable. Ils marchaient comme ceux qui obtiennent toujours ce qu'ils veulent. Et dans ce village où chacun se saluait par son prénom, ils faisaient figure d'étrangers. Le cœur d'Anatole se mit à battre comme au premier jour de son engagement militaire. Il ne les connaissait pas, mais il savait. L'homme s'approcha, ôta ses gants, et inclina la tête. « Vous êtes Anatole Durand ?» La voix était sûre, sans hésitation. Le vieil homme acquiesça. La femme observa la cour, la maison, les luges appuyées contre le mur. Elle ne dit rien, mais son mépris était palpable. « Je m'appelle Michel Nicolas. Voici ma femme, Irène Viktorovna. Nous venons de France. Nous devons vous parler d'eux. Alexandre et Aline. » Le temps suspendit sa course. Anatole ne répondit pas. Il se retourna lentement, fit un signe vers la porte. Entrez. La maison était silencieuse. Les enfants étaient au lac. Seule la chatte, levée près du poêle, leva paresseusement la tête. Michel retira son manteau, le posa avec soin sur une chaise. Irène, elle, resta debout, comme s'il lui était impossible de toucher quoi que ce soit ici. « Nous savons que vous les avez trouvés il y a 18 ans, dit Michel. À l'époque, c'était compliqué. Nous ne pouvions pas les garder. Raison d'État. Raison de sécurité. » Anatole fronça les sourcils. Une vérité brute, inattendue. Mon père occupait un poste haut placé. Des menaces. Des ennemis. On nous a forcés à cacher leur naissance. On pensait qu'ils ne survivraient pas, ou qu'ils seraient enlevés. Alors, cet hiver-là, on les a déposés dans cette barque. On savait, on espérait, que quelqu'un les trouverait. Vous, peut-être. Les poings d'Anatole se serrèrent. À chaque mot, sa colère montait. Comment osait-il parler de ses enfants comme de bagages oubliés, qu'on pourrait désormais réclamer sans honte? Et maintenant? Souffla-t-il d'une voix rauque. Pourquoi maintenant? Irène prit la parole. Sa voix était glaciale, millimétrée. Nous voulons les reprendre. Nous avons les documents, les tests ADN, les témoins. Ce sont nos enfants. Il est temps pour eux de rentrer, chez eux. Anatole se leva. Marcha jusqu'au poêle. Saisit le tisonnier. Ajouta une bûche. Il ne les regardait pas. Mais sa voix, bien que basse, vibrait d'une force ancestrale. Chez eux? Et ici, c'est quoi, alors? Des planches et du poisson? Vous croyez qu'on les pose quelque part, et qu'on les reprend quand le vent tourne? Michel se leva aussi. Nous comprenons votre attachement. Mais vous n'êtes pas leur famille. Pas légalement. Et ils ont le droit de savoir. Vous ne pouvez pas vous opposer à ce retour. Anatole fit un pas vers lui. Lent, déterminé. Ses yeux, étincelants d'une lumière sombre, avaient fait fuir plus d'un braconnier dans les bois du Nord. Pendant 18 ans, vous n'avez rien fait. Pas un mot. Pas une recherche. Et maintenant, vous venez, avec des papiers. Vous pensez qu'on signe des enfants comme un contrat? Qu'ils vous doivent quelque chose parce que vous revenez? Irène déposa une chemise sur la table. Tout est là. Ils auront une vie meilleure. Une vraie éducation. Des opportunités. Un choix. Ce fut à cet instant qu'Alexandre et Aline franchirent le seuil. Ils n'avaient pas tout entendu, mais ils virent les visages. Inconnus. Lointains. Michel esquissa un sourire. Irène, une mimique tendue. Alexandre, Aline. Nous sommes vos parents. Le silence tomba. Lourd. Tranchant. Alexandre se plaça instinctivement devant sa sœur. Aline regarda Anatole. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Un nouveau chapitre s'ouvrait. Pas un chapitre de retrouvailles. Un chapitre d'affrontement. Là où le passé ne revenait pas pour panser les blessures, mais pour réclamer. Où l'amour ne se prouvait plus avec le cœur, mais avec des documents. Et où tout ce qui avait été construit sur l'humain risquait d'être balayé,
par le droit. Détruit, non par des cris ni des larmes, mais par la force implacable d'arguments juridiques et les ambitions d'inconnus. Dans la maison d'Anatole, le silence qui suivit leur venue s'éternisa. Il n'y eut ni éclat de voix ni effondrement. Juste la poussière qui retombait lentement, comme si elle cherchait à recouvrir ce moment d'un voile d'oubli. Les mots de Michel et Irène résonnaient encore dans l'air, ils se disaient les parents biologiques d'Alexandre et d'Aline. Le frère et la sœur, pétrifiés, étaient assis à la table de la cuisine, en face d'Anatole. Ce dernier semblait avoir vieilli d'une décennie en l'espace de quelques heures. Entre ses mains tremblantes, il tenait le dossier que les deux étrangers avaient laissé. Il ne l'avait pas encore ouvert. Il le serrait, crispant les coins des feuilles comme s'il pouvait, par la seule force de sa volonté, effacer ce qu'il s'y trouvait écrit. Alexandre fut le premier à rompre le silence. Sa voix était basse, hésitante, presque une excuse. Il faut les écouter, papy. Pas parce qu'on les croit. Mais parce qu'on a le droit de savoir. Aline, elle, détourna les yeux vers la fenêtre. Les bras croisés, le visage fermé, elle ne voulait pas participer à cette pièce absurde. En elle, grondait une tempête. Elle avait grandi dans la conviction qu'Anatole était son seul parent, le seul lien indiscutable avec le monde. Et voilà que surgissaient des gens qui, tout en la regardant comme une étrangère, affirmaient « tu es des nôtres ». Le lendemain matin, Michel et Irène revinrent. Sans frapper, sans attendre qu'on les invite. Ils entrèrent dans la maison comme s'ils en étaient les propriétaires. Michel était toujours sûr de lui, mais la froide arrogance du premier jour avait laissé place à une tension plus sourde. Irène, elle, restait figée, presque distante. Elle ne retira même pas ses gants en s'asseyant. « Nous comprenons que ce soit un choc, dit-elle, d'une voix contrôlée. Et nous ne vous demandons pas de nous croire sur parole. Nous avons apporté des preuves, extraits de naissance, résultats ADN, documents officiels. Ce n'est pas une hypothèse. Ce n'est qu'une question de temps. » Anatole ne répondit pas. Son regard était ailleurs, perdu dans un lointain invisible. Comme s'il avait quitté la pièce, laissant à son corps le soin d'écouter à sa place. « Nous ne contestons pas l'évidence, dit Alexandre. Mais il y a une grande différence entre la biologie et la vie. » Pour la première fois, Irène eut une réaction. Un rictus, presque un sourire sarcastique. « Vous appelez ça la vie ? Un hameau reculé, sans avenir, sans perspective ? Nous parlons de la France, des grandes écoles, de ce que vous méritez vraiment. Nous ne sommes pas venus vous reprendre, ajouta Michel. Nous sommes venus récupérer ce qui nous appartient. Ce qui vous appartient, s'exclama Aline, se redressant brusquement. Nous ne sommes ni des objets, ni des meubles, ni des voitures. On nous a abandonnés comme des sacs oubliés. Et maintenant, 18 ans plus tard, vous venez chercher ce qui est à vous ? Pourquoi maintenant ? Michel poussa un long soupir. Parce qu'à l'époque, nous avions peur. Je travaillais dans un environnement dangereux. Des gens mêlés à des affaires troubles. Si l'on avait su pour vous, on vous aurait utilisé. Nous n'aurions pas pu vous protéger. Alors on vous a laissé. C'était une erreur, peut-être, mais dictée par la peur. Aline serra les poings. Et maintenant, tout à coup, vous êtes courageux ? Vous débarquez comme si de rien n'était, vous nous regardez et vous dites, nous sommes vos parents ? C'est absurde. Ce n'est pas qu'une question de courage, répondit Michel. Mon père est mort. Avec lui, les menaces ont disparu. Il ne reste que la culpabilité. Nous avons attendu que ce soit possible. Et maintenant, nous venons, parce que nous le pouvons. Alexandre resta longtemps silencieux. Puis il se leva, fit quelques pas dans la pièce et s'arrêta près du poêle. C'est pratique, n'est-ce pas ? Quand tout est calme, quand tout est en ordre, on revient pour poser un beau geste. Mais nous ne vous connaissons pas. Nous n'avions qu'Anatole. Et cela nous suffisait. Irène se leva, le regard dur mais mesuré. Vous devez au moins essayer. Nous ne vous demandons pas de l'oublier. Mais nous sommes vos parents. Et nous pouvons vous offrir davantage. Anatole releva enfin la tête. Sa voix était rauque, cassée comme du vieux bois. Davantage ? Qu'est-ce que c'est, ce davantage ? L'argent ? Un nom ? Moi, je leur ai donné l'amour, la vérité, l'honnêteté. Je leur ai appris à travailler, à respecter, à ne pas voler, à ne pas mentir.
Et vous, qu'avez-vous à leur offrir? Michel jeta un regard vers Irène. Elle acquiesça d'un mouvement imperceptible. Des possibilités. Des choix qu'ils n'ont pas ici. Vous vieillissez. Combien de temps encore pourrez-vous veiller sur eux? Laissez-les décider. Ce n'est pas à vous de les retenir. Anatole se leva alors. Lentement. Péniblement. Comme si chaque mouvement réveillait une douleur ancienne. Il s'approcha de la porte, l'ouvrit, et sans se retourner, murmura. Partez. Laissez-les réfléchir. Sans vous. Michel voulut protester, mais Irène posa une main sur son bras. Ils sortirent sans un mot. La porte se referma sur eux dans un claquement sourd. Un silence dense retomba sur la maison. Alexandre s'approcha de son grand-père, posa une main sur son épaule. On ne partira pas comme ça. C'est notre vie, pas la leur. Aline s'assit près de lui et l'enlaça. Anatole ne pleurait pas. Mais dans ses yeux brillait une tristesse ancienne, profonde. Celle qui ne surgit pas d'un événement mais qui s'accumule au fil des années. Comme la rouille sur une barque oubliée, jusqu'à la faire céder sans bruit. Le passé qu'il n'avait jamais osé raconter s'étalait désormais à nu. Ce n'était pas une légende, ni une histoire glorieuse. Juste une suite de peurs, de fuites et de décisions. Une réalité morne et sans éclat. Il leur faudrait choisir, retourner vers ce passé, ou rester dans un présent forgé à la sueur de l'amour et de la vérité. Une semaine passa. À Talloires, tout le monde savait. Dans les petits villages, les secrets n'existent pas longtemps. On savait qui étaient ces étrangers, pourquoi ils étaient là. Les rumeurs couraient plus vite que le vent sur le lac. Certains observaient Anatole avec compassion. D'autres, en voyant Alexandre et Aline, détournaient les yeux, comme s'ils sentaient déjà que le vieux pêcheur allait perdre face aux nouveaux venus porteurs de papiers et de droits. Michel et Irène s'étaient installés dans un hôtel à la sortie du village. Ils continuaient à se présenter chaque matin devant la maison, patientant derrière le portail sans jamais être invités. Leur attente, d'abord discrète, devenait pesante. On devinait dans leur regard une impatience fébrile, presque de l'agacement. Anatole, lui, ne sortait plus guère. Il mangeait peu, dormait à peine. Sa silhouette semblait s'affaisser. L'homme solide, pilier de cette maison, n'était plus que l'ombre de lui-même. Il sentait que tout ce qu'il avait bâti en 18 ans menaçait de s'effondrer. Et il ne pouvait rien y faire. Alexandre s'était enfermé dans un silence épais. Il passait des heures au bord du lac, les yeux perdus dans les reflets du Dancy, comme s'il espérait y trouver une réponse. Aline, elle, bouillonnait. Elle posait des questions, elle exigeait des vérités. Elle voulait que les choses soient claires, tranchées, et que chacun prenne position. Mais rien n'était simple. Et la tempête qu'elle portait en elle ne faisait que grandir. Le 8e jour, Michel revint. Mais il n'était pas seul. À ses côtés marchait un homme en costume sombre, porte-documents à la main. Un avocat. Et, sans frapper, ils entrèrent. Isha GPT. Irène les rejoignit peu après. Elle s'assit près de la fenêtre, sortit son téléphone et, sans la moindre gêne, commença à filmer l'intérieur de la maison, puis Anatole lui-même. Il ne protesta pas. Il regarda l'objectif comme on fixe une arme pointée sur soi, les traits figés par l'attention. L'avocat prit la parole, la voix neutre, presque mécanique, tandis qu'il consultait ses documents. « Nous ne sommes pas ici pour menacer, dit-il. Nous sommes venus pour rétablir une vérité. Nous détenons les preuves de filiation. En vertu de la loi, nous avons le droit de réclamer le rétablissement des liens familiaux. Et par conséquent, la garde des enfants. » Les mots s'écrasèrent dans la pièce comme une avalanche. Anatole manqua de lâcher la tasse qu'il tenait. Ses doigts tremblaient. Il tourna lentement la tête vers Michel, qui attendait cette réaction, les bras croisés. « Vous voulez les prendre, murmura-t-il, d'une voix brisée. Les emporter comme un sac qu'on oublie au vestiaire? » Michel poussa un soupir, fit un pas en avant. « Nous ne cherchons pas le conflit. Mais ce sont nos enfants. Médicalement, juridiquement, moralement. Ils doivent revenir en France. Là-bas, ils auront un avenir. Ils pourront étudier, s'épanouir. Ici, ils sont coupés du monde. » La voix d'Anatole vacilla, rauque, pleine d'une détresse contenue. « Et moi, alors ? Rien. 18 ans.
Toutes les maladies, les nuits sans sommeil, les premiers pas, les premières peurs. Rien de tout ça ne compte? L'avocat ne bougea pas d'un cil. Nous reconnaissons votre rôle. Mais la loi ne considère pas les sentiments. Si les enfants donnent leur accord, vous ne pourrez pas les retenir. Et nous vous demandons expressément de ne pas interférer. Irène releva la tête, glaciale. Nous exigeons que vous restiez à l'écart. Une fois leur transfert effectué, vous cesserez tout contact. Ce sera mieux. Pour eux. Pour vous. Alexandre et Aline, restés dans l'encadrement de la porte, ne purent en entendre davantage. Alexandre s'avança, furieux. Cessez tout contact? Mais c'est notre grand-père. Irène répliqua, sèche comme un couperet. Biologiquement, juridiquement, il n'est rien pour vous. Nous sommes vos vrais parents. Ce vieil homme n'a été qu'une figure passagère. Aline fit un pas vers elle, les yeux en feu. Il n'est pas passager. Il est le seul qui a toujours été là. Celui qui ne nous a jamais abandonnés. Celui qui restait quand on pleurait. Celui qui soignait sans poser de questions. Tout ce qu'il reste maintenant, c'est des gens qui apparaissent soudainement et pensent avoir des droits. Michel tenta d'intervenir, sur un ton faussement compréhensif. Nous comprenons votre douleur. Mais il ne s'agit pas d'émotion. Vous avez grandi. Vous pouvez décider maintenant. Nous vous offrons ce que vous n'avez jamais eu ici, des opportunités, de l'argent, un avenir, une vraie sécurité, et un endroit où être enfin vous-même. Alex secoua lentement la tête. Mais je suis déjà moi-même. Je suis ce garçon qui a grandi ici. Je suis fait de ces montagnes, de ce lac, de cette maison. Je ne suis pas le produit d'un appartement moscovite et de silence doré. Anatole se leva. Il s'appuyait sur le dossier d'une chaise, mais quelque chose en lui s'était redressé. Une dignité ancienne, indomptable. Je ne peux pas vous interdire de partir. Je ne peux pas vous forcer à rester. Mais sachez que, si vous partez... Il regarda ses deux petits-enfants. La porte restera toujours ouverte. N'écoutez pas ceux qui vous réduisent à des papiers et du sang. Vous ne leur appartenez pas. Vous êtes à vous-même. Vous êtes devenu ce que vous êtes, seul, par vos choix, vos luttes, votre force. Irène referma rageusement son dossier. Nous reviendrons demain. Nous attendrons votre décision. Sans quoi, nous saisirons la justice. Puis ils partirent, laissant un vide glacial derrière eux. La maison sembla se figer. Alexandre s'approcha d'Anatole, l'enlaça sans un mot. Aline, elle, restait plantée devant la fenêtre. Pas une larme. Juste de la colère. Et une détermination nouvelle. Cette nuit-là fut la plus longue de leur existence. Une famille bâtie non par le sang, mais par l'amour, le travail, la constance, était menacée d'être défaite. Non par un drame, une tempête ou la mort, mais par une logique froide, implacable et sans âme. Et désormais, le choix revenait à ceux qui avaient grandi dans l'amour. Mais qui devait affronter son absence? Le matin arriva, pâle, silencieux. Le soleil se levait lentement sur le lac d'Assy. Ses reflets dansaient sur les vitres givrées. Les bruits familiers au craquement du bois, frémissement de l'eau, souffle du poêle ne réconfortaient plus. Une tension invisible emplissait l'air, que même un thé brûlant ne parvenait pas à dissiper. Alexandre et Aline étaient assis à la table de la cuisine, le dossier des documents devant eux. Anatole, en face, les regardait. Il ne parlait pas. Il attendait. Comme toujours. C'est Alexandre qui brisa le silence, la voix calme, trop calme. On doit réfléchir. Pas parce qu'on veut partir. Mais parce qu'on ne peut pas ne pas y penser. C'est notre vie. Elle a changé. Que ça nous plaise ou non. Aline fixait toujours la fenêtre, le visage de marbre. Tu crois qu'ils ont quelque chose qu'on n'a pas? Il ne répondit pas tout de suite. Il porta sa tasse à ses lèvres, sans boire. Peut-être. Une ville. Une université. Des opportunités. Un autre monde. Peut-être qu'on devrait le voir. Aline se retourna vivement, les yeux brillants. Voir n'est pas partir. Ils veulent qu'on oublie qui on est. Qu'on renonce à notre vie, à notre grand-père. À nous-mêmes. Ils n'ont pas dit d'oublier, murmura-t-il. Ils ont dit d'avancer. Aline se leva d'un bond.
Anatole nous a tout donné. Quand on avait froid, il nous réchauffait. Quand on avait peur, il veillait. Il n'a jamais demandé pourquoi. Il est resté. C'est ça, avancer? Non. C'est trahir. Anatole posa une main sur son épaule. Sa voix était douce, posée, comme un lac apaisé après l'orage. Ce n'est pas une trahison. C'est un choix. Et c'est à vous de le faire. Je ne vous retiens pas. Je ne dois pas le faire. J'ai fait ce que je pouvais. Le reste vous appartient. Aline le regarda, désespérée. Tu vas juste nous laisser partir? Il lui répondit d'un sourire triste, celui d'un homme qui sait ce que perdre veut dire. Si c'est ce qu'il faut, oui. Je ne vous retiens pas. Je suis là. Tant que je le peux. Alex se rassit, le regard bas. En lui, un combat faisait rage. Il n'avait jamais rêvé de luxe. Mais il avait toujours rêvé de comprendre le monde. De voir au-delà de ce village. Et aujourd'hui, cette possibilité était réelle. Mais à quel prix? Aline s'approcha de la fenêtre. Le vent chassait les nuages. Le même 4x4 noir était garé devant le portail. Michel et Irène n'étaient pas encore entrés. Ils attendaient. Calme. Sur deux. Je n'irai pas, dit-elle, la voix ferme. Ils ne sont rien pour moi. Même si on a le même sang. Le sang ne fait pas une famille. Je reste. Alex ne répondit pas. Il se leva, s'approcha d'Anatole, le serra fort contre lui. Puis il retourna s'asseoir. Je ne veux pas te perdre, mais je dois comprendre qui je suis. Peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est naïf. Mais je dois savoir. Anatole acquiesça, en silence. Il n'avait jamais été un homme de discours. Il acceptait. Aline se tourna vers son frère. Tu crois vraiment que tu vas te découvrir au milieu de gens qui arrivent avec des avocats et des dossiers comme si on était des parts dans une entreprise? Alex répondit doucement. Je crois que la vérité est toujours en mouvement. Je dois essayer. Mais je ne cesserai jamais d'être ton frère. Je n'arrêterai jamais d'aimer notre grand-père. J'ai juste besoin d'essayer. Les larmes montèrent enfin aux yeux d'Aline. Elle ne les essuya pas. Elle les laissa couler, lentes et silencieuses, comme la neige qui fond doucement au soleil. Alors va, dit-elle d'une voix qui vacillait. Mais ne t'attends pas à ce que je revienne te chercher si tu changes d'avis. Ces mots semblaient durs, presque cruels. Pourtant Anatole comprit. C'était sa manière à elle de tenir debout, de ne pas s'effondrer. Elle camouflait sa douleur dans cette phrase tranchante, comme pour se protéger d'un abandon déjà consommé. Alexandre acquiesça. Il ne lui en voulait pas. Il ne s'en voulait pas non plus. Il savait simplement qu'il n'y avait plus de route commune, que le chemin l'appelait ailleurs, malgré l'amour et malgré les souvenirs. 1 heure plus tard, il franchit le seuil de la maison. Michel ouvrit la portière de la voiture, et Alexandre s'y engouffra sans un regard en arrière. Non pas par indifférence. Mais parce qu'il ne le pouvait pas. Son cœur était déjà trop lourd. Aline, figée sur le perron, les lèvres tremblantes, suivit la scène comme dans un rêve. Anatole s'approcha, l'enveloppa de ses bras rugueux et solides. Ses mains étaient glacées, mais dans son étreinte vibrait une chaleur que la jeune femme n'oublierait jamais. Il reviendra, murmura le vieil homme. Ou pas, répondit-elle dans un souffle. Mais toi, tu resteras. Et ça aussi, c'est important. La voiture disparut dans un virage, avalée par les arbres. Et avec elle, le silence retomba sur les rives du lac d'Annecy. Mais ce n'était plus le silence de la paix. C'était celui, lourd, figé, d'un choix irréversible. Le silence du vide laissé par une absence. Le silence dans lequel le cœur d'Anatole se fissurait, doucement, sans se briser tout à fait. Ce jour-là, ce n'est pas seulement Alexandre qui était parti. C'était aussi une partie de leur monde. La maison, autrefois remplie de rires, de pas précipités, de voix autour des repas et de gestes familiers du matin, semblait tout à coup à moitié vide. Même les sons avaient changé. Les pas d'Aline résonnaient plus fort, les silences entre les coups d'horloge étaient devenus étouffants. Anatole marchait avec lenteur, comme s'il craignait de déranger l'équilibre fragile de ceux qui tenaient encore debout. Aline, elle, ne parlait presque plus. Elle se levait tôt, nourrissait les poules, allumait le poêle,
faisait le ménage, mais sans flamme, sans élan. Ses gestes étaient mécaniques, comme appris par cœur, privés de leur élan vital. Avant, même en colère, elle agissait avec énergie. Maintenant, elle semblait fuir tout ce qui pouvait éveiller une émotion. Même Anatole n'osait plus l'approcher. Non pas qu'elle lui en voulait. Mais elle ne savait pas comment dire la brûlure intérieure. Alexandre ne donnait pas de nouvelles. Pas d'appel. Pas de lettre. Pas même une carte. Au début, Aline allait chaque jour à la boîte aux lettres, le cœur battant, espérant, redoutant. Mais elle revenait toujours les mains vides. Le silence s'épaississait avec les semaines. Chaque matin naissait avec un espoir fragile. Chaque soir tombait avec une déception familière. Un jour, elle laissa tomber une tasse, incapable de supporter une minute de plus ce vide qui la hantait. Anatole ne dit rien. Il savait que sa peine était au-delà des mots. Parfois, il s'asseyait simplement à côté d'elle, en silence, partageant sa douleur sans la nommer. Parfois, il s'éloignait, allait au bord du lac sous prétexte de vérifier les filets, mais c'était juste pour pleurer seul. Lui aussi souffrait. Il n'avait pas perdu qu'un petit-fils. Il avait perdu une part de lui-même. Mais il était vieux, Anatole. Et il savait que la jeunesse devait traverser ses propres tempêtes. 3 mois passèrent. Puis une rumeur courut dans le village, Alexandre serait passé à la télévision. Un habitant jura l'avoir vu dans un reportage sur un événement caritatif à Paris. Il aurait été présenté comme un jeune retrouvé par sa famille après de longues années de séparation. Le cœur d'Aline se serra. Elle n'avait pas vu l'émission, n'en connaissait rien, mais cette simple idée qu'il apparaissait ainsi, comme appartenant à une autre vie, comme si elle et Anatole n'avaient jamais existé, la brisa en silence. Anatole apprit la nouvelle plus tard. Il ne dit rien. Mais cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta assis à la fenêtre, sa vieille pipe entre les doigts, scrutant les ténèbres comme s'il espérait voir surgir une silhouette familière. Mais la nuit resta vide, muette, hormis le souffle du vent et quelques étoiles pâles. Entre-temps, Michel et Irène avaient entamé les démarches officielles. Ils adressèrent des lettres à l'administration locale, affirmant vouloir recouvrer leurs droits parentaux. Anatole reçut une notification. Il la lut sans trembler, comme on lit un roman qui ne nous concerne pas. Il ne répondit pas. Il savait que se battre serait inutile. Mais au fond, il gardait encore une espérance fragile, que ce soit Alexandre, et non la justice, qui choisisse de revenir. Aline, elle, ne pouvait pas pardonner. Pas seulement à son frère. Mais à ce qu'était devenue leur histoire. Sa rupture avec Alexandre avait pris des allures de trahison. Elle se reprochait 1000 choses, de ne pas l'avoir retenu, de ne pas avoir crié plus fort, pleuré plus fort, aimé plus fort. Et maintenant qu'il appartenait à l'autre camp, celui de ses parents biologiques, elle s'était murée. Un soir, après avoir aidé Marie-Paul à trier des livres pour la bibliothèque, Aline découvrit une enveloppe sur la table. Pas de timbre. Pas d'adresse. Juste une simple feuille pliée. Comme celle qui, autrefois, avait changé leur vie. Son cœur se figea. Elle l'ouvrit. L'écriture d'Alexandre, nette, légèrement penchée. 3 lignes. Aline, pardon. Je ne sais plus qui je suis. Mais chaque jour, quand je ferme les yeux, je vous vois. Je ne vous ai pas oublié. Elle relut ces mots plusieurs fois. Les froissa. Les déplia. Les froissa encore. Elle ne pleura pas. Mais en elle, quelque chose céda. Pas de tristesse. Un frémissement. Une miette d'espoir. Fragile comme la première glace sur le lac au printemps. Ce soir-là, Anatole la trouva près de la remise, le regard vers les étoiles. Elle tenait toujours la lettre dans sa main. Il n'a pas oublié, murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Il s'assit simplement à ses côtés. Il savait. Il avait toujours su. Depuis le jour où Alexandre était parti sans un mot. Depuis ces nuits où il croyait entendre des pas dans la cour. Il savait que malgré tout, la flamme en lui n'était pas morte. Mais tant qu'il ne reviendrait pas, tout resterait en suspens. La moitié de la maison plongeait dans l'ombre. La moitié de la famille dans l'attente. Et chaque soir, la même question, suspendue dans l'air, reviendra-t-il? Elle n'était jamais posée à voix haute. Mais elle vibrait dans les murs, les planches du sol, le souffle du Dany. La lettre d'Alexandre changea quelque chose en Aline.
Ce n'était pas un pardon, ni un apaisement. Mais une faille dans l'hiver. Elle recommença à respirer. Pas pleinement. Pas paisiblement. Mais à respirer, quand même. Ces 3 lignes devinrent un fil. Une preuve que le pont entre eux n'était pas entièrement rompu. Mais aussi une source d'angoisse, s'il se souvenait, pourquoi restait-il loin? Pourquoi ce silence? Pourquoi ne luttait-il pas pour revenir? Les réponses ne vinrent pas. Le village reprenait son cours, imperturbable. Mais en Aline, une mue s'opérait. Elle retourna aider à la bibliothèque. Elle passait plus de temps près d'Anatole, qui s'affaiblissait. Il ne sortait plus. Peinait à respirer. Restait assis des heures à regarder le lac, comme s'il attendait toujours. Et dans leur silence partagé, un mot battait encore, espoir. Comme s'il faisait déjà ses adieux au monde. Un matin d'hiver, alors que la lumière grise glissait sur les vitres embuées du village, Aline entra dans la petite épicerie du coin, les poches pleines de listes griffonnées à la hâte. Elle venait pour de la farine et du sel, comme on entre dans la routine, sans se douter que son cœur s'apprêtait à trébucher. Là, parmi les étagères étroites et les effluves de bois vieillis, elle recroisa cette femme. Celle-là même qui, quelque temps auparavant, lui avait parlé de ce reportage télévisé, avec Alexandre. Mais cette fois, la femme ne tenait pas un récit, elle tenait des preuves. Sans un mot, elle sortit de son sac un magazine épais, l'ouvrit à la page marquée d'un coin replié, et lui montra une double photo brillante. Au centre, en costume sombre, debout devant un imposant bâtiment vitré, se tenait Alexandre. Son frère. La légende en bas de page clamait fièrement, le fils de l'homme d'affaires et ancien politicien Michel Kozianov, Alexandre, annonce son engagement dans une initiative jeunesse auprès de la mairie. La famille Kozianov confirme officiellement avoir retrouvé ses enfants longtemps portés disparus. Aline attrapa le magazine. Ses mains tremblaient. Elle fixait le visage de son frère, scrutant chaque trait, chaque ombre, comme pour chercher dans cette image glacée ce qui avait été emporté. C'était bien lui. Aucun doute possible. Mais quelque chose manquait. Ce n'était pas son regard. Ses yeux, vides et ternes, semblaient ne regarder personne. Son expression était tendue, fermée, comme scellée dans un masque. Elle comprit. Il n'était pas là de son propre chef, ou du moins, pas entièrement. De retour chez elle, elle s'installa à la table de cuisine. Le silence pesait autour d'elle. Elle sortit une lettre froissée, une qu'elle avait relue 100 fois. Une phrase y résonna cette fois plus fort que toutes les autres, « Je ne sais pas qui je suis ». Ces mots devinrent une cloche de verre, un appel, un cri d'alerte. Elle ne pouvait plus attendre. Cette nuit-là, elle alluma le vieux portable d'Anatole. Le bruit du modem brisant la nuit comme un écho d'un autre temps. Elle tapa le nom de son frère, puis celui de Kozianov. Les photos s'enchaînèrent. Les articles défilaient. Partout, Alexandre apparaissait non comme un individu, mais comme une figure. Une vitrine. Une histoire extraordinaire de retrouvailles. Un modèle pour la jeunesse. Une fierté nationale. Mais nulle part, pas une seule fois, il n'était fait mention d'Anatole. Rien sur ses 18 années. Aucun mot sur les nuits passées à ses côtés quand il était malade, sur les histoires murmurées à la lumière du poêle. Rien. Comme si cette vie avait été rayée. Comme si elle n'avait jamais compté. Mais un détail, une phrase minuscule dans une interview de Michel, arrêta son souffle. « Nous avons lutté pendant des années pour garder le silence, afin de préserver l'honneur de notre famille. » Aline relut 3 fois. C'était là. Pas un élan du cœur. Une stratégie. Un plan. Alors tout prit sens. Alexandre n'était pas revenu dans une famille. Il avait été placé dans un décor. Un pion. Une justification. Aucun amour. Aucun repentir. Juste une opportunité. Le lendemain, sans un mot à Anatole, elle fit sa valise. Elle savait qu'il ne l'en aurait pas empêché, mais il aurait souffert. Elle laissa un mot simple, « Je reviendrai. Il faut que je comprenne. » La France l'accueillit comme un coup de poing. Lumière vive, bruit permanent, visage pressé. Un monde étranger. Trouver l'adresse de Michel ne fut pas difficile. Les médias avaient tout détaillé. Une villa imposante, des grilles, des caméras, des gardes. Elle resta là, figée, de l'autre côté de la rue,
incapable de décider si elle devait s'approcher, frapper, hurler. Elle n'eut pas besoin de choisir. Une demi-heure plus tard, Alexandre sortit. Manteau sur le dos, une valise à la main. Leurs regards se croisèrent. Il s'arrêta, hébété, puis avança lentement. « Qu'est-ce que tu fais ici » murmura-t-il. « Je t'ai retrouvé, dit-elle. Je t'ai vu. Et j'ai compris que tu n'étais pas libre. Qu'il se servait de toi. » Il baissa la tête. Ses épaules s'affaissèrent. Je pensais pouvoir être utile. Qu'ils avaient besoin de moi. Mais je suis juste un rouage. Rien de plus. Tu n'es pas un objet, ni un emblème. Tu es mon frère. Et c'est auprès de nous qu'on a besoin de toi. Pas pour servir leur discours, mais pour vivre. Pour grand-père. Pour nous. Des larmes roulèrent sur ses joues. Il hocha la tête. J'ai voulu écrire. Mais j'avais peur. Peur d'avoir tout gâché. D'être allé trop loin. Il y a toujours un chemin, répondit Aline. Tant qu'on se souvient de qui on est. Ce soir-là, ils s'assirent sur un banc près d'une station de métro. Les voitures passaient. Les gens pressés les frôlaient sans les voir. Mais eux, deux âmes échappées du Dancy, n'avaient rien perdu, sauf l'oubli. Et la vérité, si longtemps cherchée, n'était ni dans les archives, ni dans les noms, mais dans les choix. Dans ceux qui restent, quand tout s'effondre. À son arrivée, Alexandre avait cru qu'il finirait par s'habituer. S'intégrer. Les premiers jours, il fut accueilli avec chaleur, encadré de sourires, de costumes repassés et de plats qu'il n'avait jamais goûtés. Michel lui montrait les tours de verre, parlait projets, avenir, influence. Irène l'habillait, l'inscrivait à des cours privés, l'exhibait comme une victoire. Il est notre héritier. Une fierté. Mais chaque jour, cela sonnait plus creux. On lui apprenait à parler comme eux, à marcher comme eux. À se tenir droit, à sourire juste ce qu'il fallait. Mais la nuit, dans sa chambre stérile, impersonnelle, il n'arrivait pas à fermer l'œil. Tout était trop calme, trop propre, trop faux. Il voulait croire Michel. Il voulait comprendre les peurs, les secrets, ces années sombres d'après-guerre. Mais chaque fois qu'il pensait à Anatole, à Aline, à la cabane de pêche, au feu de bois, à l'odeur de soupe brûlée, quelque chose en lui se révoltait. Parce que là-bas, c'était simple. C'était froid parfois. Mais c'était vrai. Ici, tout était beau. Mais mort. Et puis un soir, tout bascula. Il traversait le couloir lorsqu'il entendit les voix, à peine filtrées par une porte entr'ouverte. Il faut qu'il reste visible encore 2 mois, disait Irène. Ça renforce le récit. Famille retrouvée. Valeurs. Parfait pour les élections. Et après, demanda Michel. On l'enverra étudier à l'étranger. Le plus loin possible. L'important, c'est qu'il n'ait aucune raison de revenir. Qu'il oublie tout. Alexandre sentit son cœur se fissurer. Chaque mot le frappait en plein visage. Il n'était rien qu'un outil. Un morceau de propagande. Il retourna dans sa chambre, s'assit sur le lit, incapable de bouger. Le matin, sans prévenir, il partit. Sans un mot. Il prit son passeport, quelques billets, et une vieille photo. 3 silhouettes autour d'un feu, un poisson à la main, les joues noircies de suie. Le voyage retour fut long. Il se sentait fugitif, non pas de la justice, mais du mensonge. Il ne craignait ni le froid ni la solitude. Sa seule peur était de ne plus être attendu. Quand il atteignit enfin Talloires, la nuit était tombée. De gros flocons dansaient dans l'air. Le chemin menant à la maison était toujours là. Son cœur battait comme au premier jour. La lumière brillait à la fenêtre. Le toit sous la neige. Tout semblait à la fois si familier, et si fragile. Il frappa. Une fois. Encore une fois, ce fut Aline qui ouvrit la porte. Il ne dit rien. Aucun mot ne fut nécessaire. Leur regard suffisait. Les yeux d'Aline s'emplirent de larmes, mais elle ne pleura pas. Elle fit simplement un pas de côté, et Alexandre entra, prenant une longue inspiration. Tout était resté identique. L'odeur du poisson, celle du bois humide, le parfum rassurant du poêle qui crépitait doucement. Anatole était là, assis, affaissé par la fatigue, mais présent. Il ne se leva pas.
Il leva simplement les yeux. Alexandre s'approcha, tomba à genoux devant lui, les mots suspendus entre gorge et cœur. Alors, le vieil homme posa une main tremblante sur sa tête et dit d'une voix grave mais douce. « Tu es chez toi. » Ces 4 mots dissipèrent d'un souffle les mois de douleur, la culpabilité, la peur, le tumulte intérieur. Tout fut balayé. Aline s'assit près d'eux, et ensemble, ils restèrent silencieux. Et dans ce silence, il y avait plus de pardon, plus d'amour, plus de vérité que dans 1000 discours. Dehors, le vent grondait sur le lac d'Annecy, la neige continuait à tomber en flocons lents et obstinés. Le monde restait tel qu'il était, dur, complexe, souvent injuste. Mais ici, dans cette maison au bord du lac, une certitude tenait bon. L'amour. L'amour véritable n'a pas besoin de preuves, ni de papier, ni même d'un nom. Il est. Il existe. Et quand tout le reste s'écroule, il reste. Depuis que les pas d'Alexandre avaient franchi le seuil de cette maison, le temps semblait s'être ralenti. Il marchait dans les pièces comme dans un musée de souvenirs vivants, effleurant chaque objet du bout des doigts, redécouvrant leur poids et leur histoire. Chaque fissure dans le parquet, chaque clou rouillé dans le mur, chaque pli sur le vieux plaid d'Anatole résonnait en lui comme une mélodie familière. Mais lui, il avait changé. Pas en apparence, non. En essence. Ce n'était plus le garçon qui avait fui, mais un homme revenu après avoir tout perdu, après avoir compris que la vérité peut coûter cher, parfois plus que ce que l'on croit posséder. Anatole ne lui posait pas de questions. Il était là, simplement là. Il préparait la bouillie chaque matin, déposait le poisson des voisins sur la table, alimentait le poêle. Il restait silencieux, mais dans ses gestes il y avait une tendresse qui ne demandait pas de mots. Il hochait parfois la tête, comme pour dire que tout allait bien, que la vie suivait son cours. Aline, elle, était distante. Elle vivait sous le même toit, mais dans une autre sphère, presque hermétique. Elle évitait les conversations, s'enveloppait dans un silence qui n'était ni froid ni hostile. C'était un silence de protection, comme une convalescence de l'âme. Alexandre le comprenait. Elle avait besoin de temps. Tout comme lui. Pour réapprendre à respirer ensemble. Les jours passaient dans une torpeur douce et étrange. Alexandre sortait souvent, s'asseyait longuement sur la berge, le regard perdu dans l'horizon où le ciel et l'eau se rejoignaient. Il ne cherchait pas une réponse à « pourquoi ?» mais à « que faire maintenant ?» Il savait que son départ avait été remarqué. À Paris, l'alerte avait déjà été donnée. Il avait laissé son téléphone, ses papiers. Mais il savait aussi qu'il le retrouverait. Les hommes de Michel ne laisseraient rien au hasard. Et tôt ou tard, quelqu'un viendrait frapper à cette porte, avec des documents, des lois, des menaces. Mais il n'avait plus peur. Il savait maintenant qu'il n'avait pas fui, qu'il était revenu. Non pas pour échapper au monde, mais pour se retrouver lui-même. Le 4e jour, un télégramme arriva. Le facteur lui-même, visiblement mal à l'aise, le remit en main propre. Alexandre le prit, l'ouvrit. Le message était sec, sans appel. Nous vous considérons comme disparu. Revenez de votre plein gré. Sinon, nous engagerons une procédure légale. Aucune signature, juste des initiales froides et bureaucratiques. Alexandre ne montra le télégramme ni à Aline ni à Anatole. Il le brûla dans le poêle. Les flammes engloutirent le papier comme si elles dévoraient l'emprise du passé. Ce jour-là, il comprit qu'il devait partir. Pas pour fuir. Pour protéger. Il ne voulait pas qu'on vienne frapper ici avec des avocats ou des gendarmes. Il ne voulait pas voir le regard d'Anatole terni par la peur, ni celui d'Aline blessé par une nouvelle séparation. Alors il prit une vraie décision. Non pas dictée par la peur, mais par la conscience. Il allait s'effacer un temps. Laisser les choses se calmer. Se faire oublier. Puis revenir, libre, pour écrire son propre récit. Cette nuit-là, il réveilla Aline. Elle dormait recroquevillée sur un fauteuil, serrant contre elle un vieux coussin tricoté. Il s'agenouilla et posa une main sur son épaule. « Il faut que je parte, dit-il doucement. Pas parce que je ne vous aime pas. Justement, parce que je vous aime. Sinon, ils reviendront, avec des papiers, des avocats, la police. Et vous souffrirez. » Elle ouvrit lentement les yeux, s'assit. Il n'y avait pas de panique dans son regard. Seulement une tristesse immense. « Où vas-tu ? » « Vers le nord. » «
Je chercherai du travail. Je vivrai discrètement, le temps que tout s'apaise. Ensuite, je reviendrai. Je te le promets. Aline hocha la tête. Elle ne le prit pas dans ses bras. Elle ne versa pas une larme. Mais elle dit. Maintenant je sais qui tu es. Et je sais que tu reviendras. Parce que tu es des nôtres. Et rien, ni personne, ne pourra jamais effacer cela. Au matin, il fit ses adieux à Anatole. Le vieil homme avait compris. Il ne posa aucune question. Il glissa seulement un petit papier plié dans la main de son petit-fils. Tu l'ouvriras quand ce sera vraiment dur, dit-il. Alexandre partit léger. Un sac à dos, quelques vêtements chauds, un peu d'argent, une photo, et ce bout de papier. Il ne se retourna pas. Il marcha longtemps, à travers la forêt, jusqu'à ce que le village disparaisse derrière les sapins. Une neige fine tombait. Le vent lui mordait le visage. Mais au fond de lui, une chaleur nouvelle brûlait. Il fit du stop, monta dans un train de marchandises, traversa les plaines gelées, jusqu'à se retrouver en Yakoutie. Un village ouvrier. Il y trouva un toit, un travail dans une équipe de réparation. Il ne parlait pas de lui. Mais il ne se cachait pas non plus. Il travaillait, vivait. Les gens l'acceptèrent. Il faisait partie du décor. Chaque soir, il sortait la photo. Il la regardait. Et souriait. Un jour, il se souvint du billet. Il le déplia. L'écriture d'Anatole le frappa en plein cœur. Si ton cœur te guide, avance. Si tu as peur, marche lentement. Mais ne dévie jamais du chemin que tu as choisi par amour. Il lut ces mots encore et encore, puis les glissa dans la doublure de sa veste. Désormais, ils étaient avec lui. Toujours. 6 mois passèrent. À Talloires, personne ne savait où il était. Sauf Aline. Et Anatole. Il gardait le secret, comme on garde une flamme vivante dans une nuit d'hiver. Il n'y eut plus de papier, plus d'appels. Michel et Irène s'étaient tus. Peut-être avait-il trouvé un autre pion. Peut-être s'était-il lassé. Mais au bord du Dancy, cela n'avait plus d'importance. La vie reprenait ses droits. Les barques retournaient sur l'eau. Les enfants couraient sur les chemins givrés. Les femmes faisaient sécher le linge près des poêles. Chez Anatole, tout semblait inchangé. Mais l'air, lui, avait une nouvelle densité. Moins chargé d'angoisse. Pas encore empli de joie, mais plein d'attentes douces, comme celle du printemps. Aline aussi avait changé. Lentement, profondément. Elle parlait peu, mais ses mots comptaient. Elle écrivait dans le journal du village. Animait un atelier pour les filles du hameau. On la respectait. Pas pour son nom. Pour ce qu'elle dégageait. Sa sagesse. Sa lumière intérieure. On ne disait plus seulement « la petite fille d'Anatole ». On l'appelait Aline. Et on le faisait avec respect. Sur les rives du lac d'Ancy, quelque chose avait changé. La lumière de la maison vacillait comme une flamme battue par le vent. Anatole, ce pilier de silence et de force, s'affaiblissait à vue d'œil. Ses mains, autrefois capables de tirer des filets pleins et de réparer une barque en une journée, tremblaient désormais sous le poids d'un simple seau d'eau. Il ne sortait plus sans s'appuyer sur une canne ou sur le bras d'Aline. Et pourtant, une lumière persistait en lui. Pas une lumière vive, mais une braise chaude, ancienne, têtue, celle-là même qui avait tenu debout cette maison, ses murs, ses cœurs. Même lorsque le monde semblait se déliter autour d'eux, Anatole restait souvent assis, plongé dans un vieux livre ou regardant le lac par la fenêtre, comme s'il conversait avec lui. Parfois, il racontait ses souvenirs, non pas des histoires inventées, mais les siennes, précieuses, précises, son service dans le Nord, cette femme qu'il n'avait jamais su oublier, ses rêves de jeunesse de devenir garde forestier. Aline, silencieuse, buvait ses paroles, les notait dans ses carnets. Pas pour les publier, ni pour les montrer. Juste pour ne pas oublier. Pour graver la mémoire de celui qui avait été tout pour elle. Chaque soir, ils faisaient leur promenade jusqu'au bord du lac. Même quand ses jambes tremblaient, Aline l'enveloppait de 2 écharpes, le soutenait, et tous deux marchaient, lents mais décidés. Le Dancy les attendait. Il parlait dans sa langue à lui, bruissement de glace, soupir des vagues, craquement du givre, une musique qu'Anatole était l'un des seuls à comprendre. Un soir, alors que le vent semblait lui-même retenir son souffle,
Anatole brisa le silence. Tu sais pourquoi je ne vous ai pas laissé cette nuit-là? Aline leva les yeux, étonnée. Il évoquait rarement leur arrivée. Parce que tu avais peur? Suggéra-t-elle. Il secoua la tête. Non. Parce que j'étais au bord du gouffre. Ce soir-là, j'avais décidé d'en finir. La vie m'avait tout pris. Ma femme, mon fils. J'étais vide. Et puis vous étiez là, dans cette barque. 2 petits paquets de vie. Un signe. Un défi. Ce n'est pas moi qui vous ai sauvé. C'est vous qui m'avez sauvé. Aline détourna les yeux. Ses doigts se crispèrent sur le banc. Tu as été tout pour nous, papy. Et vous, vous avez été mon dernier sens à la vie. Ils restèrent là, longtemps, jusqu'à ce que la nuit les enveloppe. Puis ils rentrèrent. Anatole s'endormit dans le fauteuil près du poêle. Aline le couvrit tendrement d'un plaid, sans chercher à le réveiller, et s'assit tout près. Ce fut cette même nuit qu'on frappa à la porte. Un bruit à peine audible. Aline ouvrit. C'était Alexandre. Fatigué. Barbu. Mais vivant. Il tenait un sac à la main. Essayait de sourire. Ses lèvres tremblaient. Elle le serra contre elle, sans un mot. Longtemps. Au petit matin, Anatole ouvrit les yeux et vit son petit-fils dans la cuisine, préparant du thé. Il ne sembla pas surpris. Je le savais, dit-il simplement. Je suis chez moi, papy, répondit Alexandre. Ils ne parlèrent ni de là où il avait été, ni de ce qu'il avait traversé. Cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'est qu'il était revenu. Et dès cet instant, un nouveau chapitre commença. Alexandre s'intégra au village. Il aidait à réparer les toits, les clôtures, les moteurs de bateaux. Il trouva sa place dans l'atelier. Il n'était plus le fils de, plus un symbole, mais un homme parmi les siens. Honnête, travailleur, apprécié. Quelques semaines plus tard, les 3 retournèrent au bord du lac. La neige fondait. L'air sentait déjà le printemps. Anatole les regarda, puis leva les yeux vers le ciel pâle. « Je peux partir en paix, dit-il. Vous savez désormais qui vous êtes. Et qui je suis. » Alexandre lui prit la main. Aline l'autre. « Tu es notre maison, » souffla-t-elle. Et à cet instant, tout fut clair. Ce ne sont pas les liens du sang qui créent une famille, mais ceux du cœur. Ce n'est pas celui qui te donne un nom, mais celui qui te tend la main quand tu tombes. Qui reste quand tout le monde s'éloigne. Qui croit en toi, même quand toi-même tu doutes. Les mois passèrent. La maison d'Anatole redevint un foyer vivant. Alexandre repeignit les volets, remplaça les planches vermoulues. Aline transforma une pièce en bibliothèque. Les enfants du village venaient y écouter des histoires. Celle du Dancy. Du vieux pêcheur qui avait sauvé 2 enfants. Ou qui avait été sauvé par eux. Anatole, lui, sortait de moins en moins. Respirer devenait difficile. Ses mains tremblaient. Mais il restait digne. Toujours calme. Chaque parole qu'il prononçait semblait peser d'un poids nouveau. Il enseignait par l'exemple, non par les discours. Aline le coiffait, lui apportait son déjeuner, lisait pour lui à haute voix. Il écoutait en silence, les yeux mi-clos, un sourire paisible aux lèvres. Le soir, Alexandre jouait de la balalaïka qu'il avait retrouvée au grenier. Tous les 3, réunis autour du poêle, recréaient la chaleur d'autrefois. Mais le corps d'Anatole s'éloignait peu à peu. Un jour, il appela Alexandre et lui tendit une petite boîte en bois. « Quand je ne serai plus là, tu l'ouvriras. » Alexandre voulut protester, mais Anatole secoua doucement la tête. Dans ses yeux, ni peur, ni tristesse. Juste la paix. Quelques jours plus tard, il s'endormit et ne se réveilla plus. Pas de cris. Pas de larmes bruyantes. Un silence profond, réel, empli de respect. Alexandre et Aline restèrent longtemps près de lui. Ils lavèrent son corps. L'habillèrent de sa chemise défaite. L'allongèrent dans le cercueil qu'Alexandre avait construit, l'hiver précédent, pressentant que le moment viendrait. Tout le village accompagna Anatole. Les anciens gardaient le silence. Les enfants ne comprenaient pas pourquoi les adultes parlaient si bas. On parlait peu. On regardait beaucoup. Anatole fut enterré au bord du Dancy.
là où il avait toujours aimé être. Alexandre creusa lui-même. Il voulait être celui qui poserait son grand-père là où il avait trouvé la paix. La maison resta silencieuse. Même le vent semblait marcher à pas feutrés. Cette nuit-là, Alexandre ouvrit la boîte. Une lettre, roulée comme un vieux journal. Il la déplia. Reconnut l'écriture. Alexandre, Aline. Je ne pensais pas vivre si longtemps. Mais Dieu vous a mis sur ma route. Vous n'étiez pas un hasard. Vous étiez ma réponse. Je ne savais pas comment vous élever. Je n'avais que mes mains, mon cœur, et le Dancy. J'ai fait ce que j'ai pu. Pas toujours bien, mais toujours avec amour. Vous êtes devenu vous-même. Différent. Unique. Quand Alexandre est parti, je savais qu'il reviendrait. Parce qu'on revient toujours là où on est aimé. Je vous ai choisi. Vous m'avez choisi. Et c'est là, ma plus grande victoire. Prenez soin l'un de l'autre. Ne laissez jamais ce que nous avons bâti être brisé. Non par le sang. Mais par l'âme. Votre grand-père. Il lut à voix haute. Aline pleurait en silence. Ils restèrent là, sans parler. Et dans ce silence, il y avait toute la force du monde. L'année suivante, la maison d'Anatole devint un lieu vivant. Un musée. Un refuge. Une mémoire. Des touristes, des curieux, des jeunes venaient. Aline y exposa les objets d'Anatole, filets, photos, journaux. Alexandre reconstruisit la jetée. Une plaque y fut apposée, en bois, en forme d'encre. À ceux qui nous ont tenus quand nous coulions. On ne cherchait pas la gloire. Mais l'histoire du pêcheur et des deux enfants se répandit. Certains y voyaient une légende. D'autres, un conte. Mais pour Alexandre et Aline, c'était leur vérité. Leur vie. L'héritage d'Anatole ne repose pas dans les livres, ni dans les honneurs. Il vit dans un choix, celui de ne pas céder, même quand tout pousse à renoncer. De tenir bon, même quand tout s'effondre. Et aujourd'hui encore, son esprit est là dans le frémissement du lac, dans le regard de ceux qui aiment sans condition. Si un jour quelqu'un demande ce qu'un vieux pêcheur a accompli, la réponse sera simple. Il a aimé. Et cela a tout changé.